Mesdames, Messieurs, je vous invite à prendre place pour le début de cette table ronde. Donc, je suis Yann Lebras, vice-président de la FHF PACA et directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer. J'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde qui est consacrée donc à la gouvernance en santé d'un territoire. Nous avons compris, pour celles et ceux qui étaient là hier soir, que la santé était politique. C'est la directrice de Sciences Po Ex qui nous l'a rappelé. On a compris ce matin qu'il fallait avoir une vision globale, une seule santé. Et également, on a vu à l'instant qu'il y avait des déterminants divers de cette santé, également des actions très différentes selon les territoires. Et bien, pour faire tout cela, il faut une animation de cette politique publique, et donc d'où notre sujet d'une gouvernance en santé d'un territoire. Dans le titre de cette table ronde sont cités différents acteurs, préfets, ARS, maires, directeurs. 3 petits points, on pourrait ajouter les médecins, les soignants, évidemment, les représentants du public, du privé, les acteurs de ville et les usagers. En tout cas, tous ces acteurs doivent évidemment collaborer ensemble pour la gouvernance en santé d'un territoire, et on s'est demandé pourquoi faire et pour quelle responsabilité. Eh bien, nous avons la chance d'avoir un plateau de choix, un large panel pour partager une vision, des vécus différents de cette gouvernance en santé de territoire, et puis de voir également comment cette gouvernance peut se confronter aux tensions que l'on connaît dans nos territoires liées à nos sujets sanitaires. Eh bien, donc, j'ai notamment le plaisir d'accueillir Monsieur Simon Babre, préfet du Var, préfet de terrain, qui en est à sa 2e période d'immersion dans le Var, et également un ancien préfet de l'Eure. Et vous allez sans doute nous parler aussi de vos fonctions en tant que conseiller du Premier ministre, vos anciennes fonctions. Vous avez œuvré sur différents textes qui touchent notamment à nos sujets. Marc Bourquin, représentant de la Fédération hospitalière de France, qui représente Zainab Riette, qui avait d'autres obligations, qui a dû nous quitter. Marc est un collègue directeur d'hôpital, très fin connaisseur, si j'ai besoin de le confirmer ou de le préciser, de nos secteurs sanitaires et aussi du médico-social. Monsieur Brémond est resté parmi nous, donc maire de Brignoles, président de l'association départementale des Verts, président des maires du Var, président de la commission d'agglo de la Provence verte et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Brignoles, le LUC. Olivier Braic, directeur général adjoint de l'ARS PACA, ancien DG-ARS Mayotte, donc là aussi des territoires très différents, et spécialiste des gestions de crises sanitaires, notamment dans le champ du ministère de la Santé ou de la DGS. Et Marianne Ruder, donc directrice générale adjointe de l'AP-HM, qui a aussi connu différents territoires comme les Alpes du Sud ou l'AP-HP dans ses différentes fonctions. Pour m'épauler en tant que discutant, c'est l'originalité de cette table ronde, c'est d'avoir aussi des discutants qui vont participer à l'animation des débats. Donc Stéphane Pardoux, directeur général de l'ANAP, qui a aussi occupé différentes fonctions de direction d'établissement dans différents territoires et aussi dans différents secteurs publics et privés. Le docteur François Valli, urgentiste, ancien directeur médical du SAMU des Alpes-Maritimes et président de la commission spécialisée de l'offre de soins de notre région. Et enfin, le docteur Florence Zermour, médecin généraliste, présidente de la CPTS Initiative Santé dans le territoire de Vitrolles et élue de l'URPS médecins libéraux. Alors, en quelques mots, cette table ronde va nous permettre d'avoir 2 séquences ensemble qui seront le fil rouge. Tout d'abord, dans cette gouvernance territoriale en santé, qui fait quoi ? Est-ce qu'on est dans des silos ou dans des passerelles, comme nous a invité à regarder les choses notre président dans son discours d'ouverture ce matin ? Et puis un deuxième temps consacré aux tensions de terrain dans les différents territoires et comment inventer de nouvelles coopérations, comment avoir une gouvernance qui arrive à œuvrer ensemble face à ces différentes tensions avec une solidarité de territoire, là aussi comme l'a évoqué ce matin notre président. Bien, pour débuter la première séquence consacrée au qui fait quoi, on souhaiterait avoir tout d'abord,
pour nos intervenants votre vision, votre vécu à travers votre parcours de ce que peut être la gouvernance territoriale de santé, également la conception que vous faites de votre propre rôle, de votre propre mandat ou de votre fonction à l'égard de cette gouvernance territoriale en santé. Monsieur le préfet, je vous propose d'ouvrir et de nous partager votre vision. Merci, monsieur le président directeur. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'avoir été convié pour contribuer à ces débats et participer à cette table ronde. Alors je dirais peut-être pour lancer les choses que je pense que nous avons tous besoin d'être dans une relation de confiance et de soutien mutuel et que les vicissitudes, les coups durs, les crises que peut connaître notre système, y compris notre système de santé, nécessitent plus que jamais que nous ayons l'ambition de nous serrer les coudes et de travailler dans le même sens et de partager beaucoup d'éléments et en tout cas une même vision. Je pense également qu'il nous faut retrouver le goût, l'habitude de la prospective et de la cohérence. Ça va dans le sens des passerelles plutôt que des silos. Nous avons peut-être des habitudes de travail, une façon de concevoir les sujets qui a pu manquer parce qu'on était confronté à des crises sanitaires, à des crises de financement, et nous sommes toujours confrontés à ces crises. On a pu avoir tendance à être dans un temps court, dans la concurrence entre les territoires, dans la concurrence entre les structures, que les régulations en place peuvent avoir parfois du mal à estomper ou à organiser, et qu'entre acteurs publics, nous avons un impératif, un devoir impérieux de remettre de la cohérence, de remettre un peu de temps long, de remettre de la prospective pour que ce que nous faisons, les décisions que nous prenons ensemble, elles soient ordonnées par rapport à une vision du territoire, des coopérations territoriales qui ne soient pas que des enjeux de court terme. Donc voilà ce que je voudrais dire à titre liminaire. De fait, le rôle que je pense pouvoir avoir en tant que préfet de département, c'est un rôle de garant, gardien, facilitateur de cette cohérence. Et je pense d'ailleurs que les sujets d'articulation entre rôle des préfets, rôle des ARS, rôle des directeurs d'établissement, rôle des élus, peuvent faire couler beaucoup d'encre, mais que si on est tous mus par cette ambition de donner de la cohérence au dispositif, chacun a son rôle à jouer, et le préfet de département, aux côtés de l'État régional, a toute sa partition à jouer aussi. Merci. Monsieur Brémond, en tant qu'élu, pouvez-vous nous livrer également votre vision ? Écoutez, je ne vois pas comment je ne pourrais pas m'associer à ce que vient de dire monsieur le préfet. Je l'ai dit dans la table ronde précédemment, je crois que notre rôle d'élu, c'est être aménageur du territoire. Et la santé aujourd'hui rentre tout à fait dans ce cadre. Donc un élu, c'est en ce qui me... Je vais parler qu'en mon nom pour le moment, mais un élu doit s'emparer de ce dossier de la santé. On ne peut pas faire autrement. Ce n'est plus un problème de maire, c'est un problème de territoire. Et je crois que c'est les agglomérations, on en parlera tout à l'heure, mais je crois qu'il faut qu'on soit... Et on doit être ensemble, avec les directeurs d'hôpitaux, avec l'État, avec les élus. Je crois que c'est ensemble qu'on peut le faire. Et il faut qu'on considère aujourd'hui, je le répète encore une fois, que la santé, c'est le même titre que l'économie, que la mobilité, que c'est un projet de territoire. Et donc, on doit tous participer. Alors après, il y a un problème de gouvernance, bien évidemment. Quand on paie, il faut qu'on soit un peu dans le tour de table. Ça me paraît évident, à trouver des solutions et des degrés pour y être. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut aller vers ça et encore plus aujourd'hui. Merci. Je passe la parole à Olivier Brahic avec le regard de l'Agence régionale de santé. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, monsieur le maire. Peut-être pour un élément un peu d'éclairage et identifier un peu les différentes problématiques, parce que dans la santé, il n'y a pas qu'une problématique, mais identifier un peu les différentes priorités à date de l'agence et pour lequel il y a besoin d'une coordination entre les préfets, les élus et l'agence et les différents acteurs de santé. Il y a évidemment le sujet de l'accès à la santé de
de proximité avec un vrai développement, une vraie politique régionale de développement des structures d'exercice coordonnés. La mise en place, vous le savez, cette année de la 4e année de médecine qui va considérablement apporter, je vais dire, de l'offre de soins sur le territoire et principalement en territoire sous-dense. Petit point aussi dont on vient d'évoquer, qu'on a inauguré récemment, et qui est une parfaite coordination entre l'agence, les préfectures et les collectivités. Vous savez, on a annoncé un plan de sécurité des soignants qu'on a fait de manière tripartite entre ces trois acteurs. L'idée, c'est d'apporter des solutions concrètes pour les soignants. Donc, premièrement, l'accès aux soins de proximité avec une vraie politique ambitieuse. Deuxièmement, sur l'aspect hospitalier, on continue l'effort sur l'investissement pour développer et réaménager l'offre de soins hospitalière sur le territoire. Donc avec à la fois évidemment un vrai effort financier sur l'investissement, mais aussi des efforts, on en reparlera après, de réorganisation de certaines activités sur le territoire. Troisièmement, la question de la santé mentale, qui est une vraie priorité nationale et que pour nous, au sein de l'agence, on est en train de mettre en place, avec notamment la question du repérage, du développement des soins, du premier secours en soins mentaux, la question de la prévention dans les écoles. Un vrai enjeu aussi pour nous de développer d'une manière beaucoup plus structurelle et structurer la prévention. Et si je devais donner qu'un exemple, c'est la vaccination. On a un taux de vaccination dans notre région qui est mauvais, je vais dire en autre terme, mais qui est très mauvais. Et pour le coup, là, on a besoin de tous les acteurs pour renforcer cette couverture vaccinale. Un vrai sujet qu'on abordera ensuite, c'est la coordination en ville-hôpital. Et plus que la coordination en ville-hôpital, c'est d'avoir une vraie logique de parcours de santé sur le territoire, de lisibilité, de visibilité pour les patients dans ces parcours de santé. Un sujet évidemment d'efficience à la fois pour le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Et puis un dernier point un peu pour élargir évidemment la question de la résilience du système de santé au regard des risques et des menaces. On le voit actuellement dans le cadre de la canicule. Et si je devais donner deux autres exemples, on a la question des risques infectieux émergents. On l'a vu sur Hantavirus il y a quelques semaines. On a vu sur Ebola dernièrement sur Paris. Et on le voit sur la canicule. Voilà à peu près pour faire une espèce d'état des lieux un peu vaste. Pas que hospitalo-centré, mais on voit bien que les sujets de sanitaire sont extrêmement larges sur un territoire. Merci Marc Bourquin. Bonjour à toutes et tous, et j'en profite pour vous remercier d'offrir un refuge climatique à un Parisien essoré par une semaine d'une canicule que nous n'avions jamais vue. Qui aurait pensé que ce serait dans ce sens-là? C'est dans ce sens-là. Merci, monsieur le maire, même si ce n'est pas vous qui fixez le thermomètre. Pour la première fois, hier soir, j'ai dormi depuis une semaine. Alors, pour aller plus quand même directement sur le sujet, j'ai l'impression que la métaphore que nous a proposée le président Alain Milon a un bel avenir devant elle. Les silos, c'est la réalité institutionnelle de la santé aujourd'hui. Si on décrivait institutionnellement, sur le plan tarifaire aussi, les différents cadres qui organisent notre système de soins, on n'est pas prêt de prendre la pause déjeuner, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Les passerelles, c'est ce qu'il faut qu'on construise. Et ces passerelles, aujourd'hui, elles reposent essentiellement sur la bonne volonté. Et en général, ça se passe plutôt bien. Pas toujours, mais en général, ça se passe bien. Donc le sujet, c'est comment on fait pour que ces passerelles deviennent quelque chose de plus systémique dans un cadre où il y a 3 grandes dimensions auxquelles nous sommes confrontés. D'abord, on le dit tous, mais pour le moment, on ne le fait pas en France. Et tu viens d'évoquer la question de la vaccination. On n'est pas bon sur la prévention, globalement. On est un pays qui soigne bien, et tous les indicateurs le montrent, mais on est en deçà des moyennes européennes sur tous les mécanismes de prévention. Donc comment on organise la mutation, la transition préventive d'un système qui aujourd'hui est trop curatif? Le deuxième sujet par rapport à ça, mais qui en découle, c'est l'organisation du système de soins dans les territoires. Comment on défait les cloisonnements
pour faire une organisation beaucoup plus synergique. Je proposerai des pistes, mais peut-être un peu plus tard. Et le troisième sujet, parce que, pardon, mais on ne peut pas l'oublier non plus. Il m'arrive dans mes fonctions d'assister à la commission des comptes de la sécurité sociale. Et je suis effaré parce qu'on parle de 1500 milliards et on ne dit pas un mot dans le domaine de la santé, par exemple, sur comment évolue l'espérance de vie en bonne santé, les grandes pathologies, etc. Mais il ne faut pas faire l'inverse non plus. Parce que malheureusement, ces sujets de financement, ils sont là. Et donc, comment atteindre ces deux objectifs que je viens d'évoquer, virage préventif, meilleure organisation des soins, y compris en assumant un certain nombre de réorganisations en profondeur, parce qu'il y a des endroits où il faudra réorganiser en profondeur, concentrer certains plateaux techniques. Comment on fait ça dans un contexte financier où, voilà, l'assurance maladie a 20 milliards de déficit et les hôpitaux ne sont pas tous en excédent. Donc il faut arriver à faire ces trois choses. À mon avis, il y a des solutions et ça passe par une forme de contrat territorial de santé, mais je n'en dis pas plus. Merci. Marianne Ruder. Alors, si on revient à la question initiale qui était notre rôle et notre place sur les territoires, pour ce qui me concerne, j'ai le sentiment, en tout cas depuis une vingtaine d'années, que le rôle du directeur d'hôpital ou de la gouvernance hospitalière a fortement évolué. Initialement, on est directeur d'un établissement, puis des regroupements d'établissements se font parce qu'effectivement, au sein des territoires, on comprend que des établissements isolés, ça rend service, mais ça rend un service, somme toute, limité. La mise en place des groupements hospitaliers de territoire qui ont été en fait mes premières passerelles entre établissements de santé qui, du coup, n'a pas répondu, ou pas encore suffisamment répondu, à toutes les autres passerelles à créer et qui sont l'objectif aujourd'hui de ce qui anime, à mon sens, nos métiers et nos journées dans nos différents établissements, à savoir aller vers la ville, aller vers les CPTS, quand je dis aller vers, travailler avec eux, travailler au profit d'un territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sens des projets des groupements hospitaliers de territoire, c'est de travailler sur des filières, sur de la gradation des soins. Et je rejoins totalement ce qu'a dit Marc, c'est qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur l'accès aux soins, le curatif, mais pas suffisamment encore sur les aspects prévention et tout ce qu'on fait en amont. Et là, pour le coup, le territoire, il joue un rôle majeur dans les articulations avec les autres acteurs, bien évidemment avec les élus, avec la ville, ça a été très bien démontré dans la table ronde précédente, et avec les acteurs de l'État, que ce soit préfecture ou ARS. On pourra peut-être donner des exemples concrets par la suite. Merci. Alors, le paysage est planté. Merci pour ce premier tour de table. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur concernant les conditions de fonctionnement d'une gouvernance en santé. Je passe la parole au docteur François Valli. Bonjour, monsieur le préfet, mesdames et messieurs. Merci tout d'abord à Florence et à son équipe de m'avoir invité, comme les autres années, à participer et surtout confier cette fameuse mission de discutant. Alors, cette mission de discutant, je pense qu'elle m'a, j'espère, probablement été confiée en raison de mes diverses casquettes professionnelles qu'a évoqué M. Lebras, plutôt qu'en raison de mon côté parfois un peu provocateur. Mais c'est la suite qui le confirmera ou l'infirmera. Ma première question, elle est guidée par parallélisme, par mon expérience professionnelle de praticien urgentiste au SAMU des Alpes-Maritimes pendant 40 ans, dont une quinzaine d'années comme directeur du SAMU d'un territoire des Alpes-Maritimes. Ce n'est pas le SAMU de Nice, c'est le SAMU des Alpes-Maritimes. Et cette responsabilité m'a conduit à participer à de très nombreuses réunions sous l'autorité et le pilotage de divers préfets, de divers directeurs généraux d'ARS, voire de la DGS, quand on s'est connus avec Olivier. Et que ce soit pour diverses manifestations, qu'elles soient institutionnelles, l'organisation du G20, sommet de l'OTAN, des situations de crise comme l'attentat du 14 juillet où j'étais de garde, ou d'autres situations type Covid. Lors de tous ces événements, de nombreux acteurs institutionnels étaient amenés à travailler ensemble. Alors, le mot « ensemble » est un mot qui est souvent revenu, mais on peut être ensemble, mais côte à côte, en silo. Et c'est, je pense, un des écueils. Et ce travail préparatoire qu'on avait sous l'autorité des préfets ou des DGRS,
C'était un travail où on était ensemble, mais pas en silos indépendants et juxtaposés. Et je pense que tout le travail, il était d'apprendre à intégrer les contraintes des uns et des autres. Parce que souvent, il y a un peu un fonctionnement en nombrilisme. On regarde ses propres difficultés, ses propres contraintes, et on ne regarde pas celles du voisin d'à côté. Donc, par parallélisme, quelles seraient, selon vous, les conditions nécessaires, mais pas forcément suffisantes, pour que la gouvernance en santé fonctionne réellement en complémentarité entre les différents acteurs que vous êtes? Est-ce que vous avez éventuellement des exemples vécus d'un fonctionnement harmonieux? Et question peut-être un peu plus provocatrice, des exemples de nécessité de renforcement de la complémentarité quand ça a moins bien marché? Monsieur le préfet. Alors, d'abord, moi, je tiens à dire que dans mes responsabilités actuelles, avec les acteurs qui sont pour partie sur cette tribune, et pour d'autres, pas là, mais notamment le directeur territorial de l'ARS, c'est une lune de miel. Voilà, vraiment, je pense que la complémentarité et la capacité à surmonter les silos et à se parler des vrais sujets et à comprendre les contraintes des uns des autres, elle est là. Après, ce n'est pas toujours le cas. J'ai pu connaître des situations plus compliquées. On m'en a aussi rapporté. Alors, je vais commencer par mettre les pieds dans la flaque. L'articulation entre les pouvoirs des préfets, des ARS, etc. Moi, j'étais très partisan du décret de l'été dernier, et d'ailleurs, j'en ai été un des rédacteurs, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quelques passages obligés, que l'institution, elle a cette vertu, c'est qu'elle organise les choses, et après, l'intelligence des hommes et des femmes fait qu'on y apporte un supplément d'âme et qu'on va plus loin. Les attributions complémentaires qui ont été données au préfet, faire un entretien par an pour contribuer aux objectifs, être consulté sur des grandes décisions, sur des équipements plutôt lourds et surtout des fermetures de services, pouvoir, et il y a encore des discussions en cours, demander un réexamen de décisions financières qui pourraient sembler incohérentes, je reviens sur la notion de cohérence territoriale par rapport à ce que font d'autres partenaires publics. Franchement, ça ne m'a pas semblé être la révolution et ça m'a semblé relever plutôt du bon sens. Et depuis l'été dernier, nous mettons en œuvre cette nouvelle articulation, cette nouvelle prérogative, et je pense que ça n'a provoqué aucun drame nulle part. Et il y avait une contrepartie à ça, que le débat public a peu porté, c'était que les préfets devaient associer dans une gouvernance territoriale peut-être plus fréquente que ce qui se faisait auparavant, les différents services sur lesquels il prenait des prérogatives nouvelles, dont l'ARS. Dans le département du Var, ça s'est concrétisé. Moi, j'ai pris mes fonctions en juin 25, donc c'était un mois avant l'apparition du décret. Mais comme je savais ce qu'il y avait dedans, j'en ai fait tout de suite une marque de mon arrivée. Tous les 15 jours, on a ce collège des chefs de service où il y a tous les services qui ne sont pas directement sous l'autorité du préfet. Et tous les 15 jours, on prend 2 heures, chacun parle de ses sujets. Et le retour qui m'en était fait, parce qu'au début, moi j'étais quand même un peu prudent, je me disais, vu les débats nationaux, ils vont me détester, c'est pas la meilleure façon de commencer son mandat. Et donc je les ai interrogés au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, bon, ça va, c'est pas trop astreignant, etc. Et ils ont été surpris de ma question, en me disant, mais comment voulez-vous qu'on n'y trouve pas notre intérêt d'être une fois tous les 15 jours dans une sorte d'organe de direction des services de l'État au niveau départemental, avec une qualité d'écoute, d'interaction, la possibilité de se faire une réunion avant pour travailler certains sujets, de se réunir à géométrie variable ensuite pour déjeuner et traiter nos sujets. Et moi, je crois beaucoup à ces formules. Bien sûr, on a en plus des bilatérales. Bien sûr, on se voit sur les crises et les dossiers urgents. Bien sûr, ça s'accompagne d'une très grande écoute et d'une disponibilité pour aller dans les hôpitaux quand il y a des crises, des accidents, des problèmes aux urgences, etc. Et moi, je pense qu'on a fait un pas dans la bonne direction, mais qu'il faut en faire d'autres. Puisqu'aujourd'hui, la connaissance des enjeux des uns et des autres, des problèmes auxquels les uns et les autres peuvent être confrontés, n'est peut-être pas suffisamment
élaborés et organisés. Les GHT sont une réponse importante, mais on voit bien qu'il n'y a pas tous les acteurs. Moi, par exemple, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui ce qui ressort des travaux du GHT, du ou des GHT qui pourraient concerner le préfet du Var. Je suis par ailleurs président du conseil d'administration de Paoli Calmette à Marseille, avec aussi une forme de gouvernance, hein, les CLCC qui peut être intéressante. Eh bien, je n'ai pas forcément, en tant que préfet du Var, d'informations sur ce que pouvait faire Paoli Calmette dans le cadre de ses coopérations territoriales, notamment dans le Var. Alors d'ailleurs, je leur pose beaucoup la question, et j'en ai fait un des axes de mon mandat de président de conseil d'administration. Et donc il y a plein de choses améliorables. Mais je trouve que la façon de créer ces passerelles, de ne plus raisonner en silo, et de surtout être très conscient des problèmes des uns et des autres, et de contribuer à être un des acteurs de la résolution des sujets et de la mise en perspective et de la recherche de prospective, c'est qu'on se voit plus et qu'on dépasse, encore une fois, ça n'existe pas dans le Var, et que là où ça existe, on dépasse des querelles qui sont parfois des sujets de préséance qui, face aux enjeux sanitaires auxquels on est confronté, ne doivent pas avoir de place. Merci. D'autres réactions à l'égard de la question de François Bailly? Olivier. Alors pour le coup, je pourrais cocher sur toutes les cases de ce qui vient d'être évoqué. Non, effectivement, enfin, pour moi, c'est les derniers décrets qui sont sortis, c'est clairement du bon sens. Moi, j'avais en mémoire quand je suis arrivé, enfin avant que j'arrive des GRS à Mayotte, on m'a dit surtout pas, il faut pas que tu ailles dans les réunions chef de service avec le préfet. Enfin, c'est complètement ridicule. Enfin, c'est un non-sens. Et évidemment, j'allais tous les jours avec le préfet, on s'entendait hyper bien. Enfin, et à côté de ça, c'est pas normal qu'un préfet apprenne, ce qu'ils se sont vécus, pas en PACA, c'est pas normal que le préfet apprenne dans le quotidien, dans la PQR, la fermeture d'une maternité. Sujet vécu avant le Covid. Voilà, une fois que j'ai dit ça, concrètement, en PACA, effectivement, nous, les relations entre l'agence et à la fois le préfet et les 6 préfets, ça se passe vraiment très bien. J'aime bien le terme de lune des miel, avec les élus, je pense aussi, monsieur le maire. Quand on se déplace beaucoup avec Yann Bubien sur le terrain et les échanges sont très fluides. En revanche, si je peux donner un exemple effectivement de parfaite coordination et complémentarité entre les 4 acteurs ici présents, le préfet, l'ARS, le maire et l'hôpital, c'est ce que le territoire vit actuellement sur la question de la canicule. Pour le coup, ces 4 acteurs, il y a le préfet qui est en responsabilité, en coordination interministérielle, l'activation du plan Orsec, etc. L'ARS qui est en expertise, en alerte sanitaire, qui vient là pour organiser, renforcer le système de santé, les centres 15, les établissements de santé, qui viennent en appui, qui organise la coordination entre la ville, l'hôpital, le médico-social, qui essaye de fluidifier les services d'urgence et les collectivités territoriales qui ont un rôle majeur d'identification des personnes vulnérables. Voilà. Tout ce quatuor, il y en a d'autres évidemment, il y a les EHPAD, mais en tout cas les 4 acteurs qui sont ici présents, je trouve qu'en situation de canicule, il y a une parfaite coordination et complémentarité sur le terrain. Stéphane. Oui, du coup, monsieur le préfet me met sur un plateau la question que j'avais en tête. Parce que ce qui a changé depuis 20 ans dans le pilotage de la santé, c'est pas le préfet qui est toujours là et qui sera toujours là. C'est pas l'ARS qui avant c'était l'ARH mais qui a toujours été là. C'est pas les maires qui ont toujours été là. Ce qui a changé, il y a 2 choses, c'est les CPTS et les GHT. Et monsieur le préfet l'a évoqué en langage en diplomatie préfectorale. Est-ce qu'au fond, ça sert à quelque chose, le GHT, dans le pilotage de la santé sur un territoire? Est-ce que l'objet GHT, aujourd'hui, tel qu'il est posé, tel qu'il fonctionne, est-ce que c'est autre chose qu'un rassemblement hospitalier pour faire de la mutualisation hospitalière, de l'efficacité hospitalière? Mais est-ce que c'est un acteur pertinent, utile pour le pilotage de la santé? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait sans doute changer? Et ma question s'adresse plutôt à Marianne Ruder et plutôt à la Fédération hospitalière de France, parce que au moment où la ministre envisage un temps 2 des GHT, peut-être que c'est intéressant, en honnêteté intellectuelle, de se dire à quoi servent les GHT dans le pilotage collectif de la santé dans les territoires. Marc.
Oui, alors, une excellente question. Parce qu'effectivement, il y a eu des vagues de changements administratifs, etc. On verra ce qu'il advient de la plus récente. Mais apparemment, ici, ça se passe très bien. Pour répondre à la question de Stéphane, d'abord, être une structure qui permet d'améliorer l'efficience des structures hospitalières, là je parle des GHT, c'est déjà intéressant. Et là-dessus, il y a encore probablement beaucoup à faire sur les questions de logistique, les questions de système d'information, les questions, et puis après, effectivement, d'organisation de la carte hospitalière. On connaît l'extrême importance sociopolitique de ces sujets, mais il faudra quand même, dans les temps qui viennent, qu'on les aborde, même si ce n'est pas toujours politiquement correct de le dire. Mais si on veut aller au-delà, et pour répondre totalement à la question de Stéphane, il y a deux choses. D'abord, pour avancer sur ces sujets, on a besoin de donner aux GHT la personnalité morale. Aujourd'hui, ils n'ont pas de personnalité morale, ce qui fait qu'on est au milieu du gué. Je ne développe pas, mais on pourrait expliquer pourquoi c'est compliqué sur les autorisations, c'est compliqué sur l'organisation de l'offre et les réorganisations. Mais si on veut aller au-delà, il y a un deuxième outil qu'il faut mettre sur la table et activer, c'est, je dis ça avec mes mots, mais on a un outil juridique qui est dans la loi de 2019 d'organisation de la santé, la loi OTSS de 2019, oui c'est ça, qui est le projet territorial de santé. Soyons honnêtes, personne ne s'en est saisi. Mais parce qu'il faut aller au-delà de la notion de projet qui est un peu vague, à la notion de contrat. Si on veut que les GHT puissent aller au-delà de leur organisation interne, il faut que sur les sujets de santé d'un territoire, parce qu'au fond, on ne peut pas répéter tout va dans le territoire sans se dire, mais quels sont les déterminants sur lesquels on veut travailler? Et là, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit excellemment depuis le début de la journée. Et à ce moment-là, il faut se dire comment on peut agir dans un territoire où on a, par exemple, beaucoup plus de diabète, beaucoup plus d'obésité, beaucoup plus de tel ou tel type de cancer dans un territoire. Et donc, à ce moment-là, moi, je pense que l'intérêt, c'est de dire les acteurs du territoire, en contrepartie de ressources données par les pouvoirs publics, s'engagent à une politique conjointe, par exemple, et l'exemple concret a été donné tout à l'heure, pour dire, voilà, on a un taux de vaccination qui est 20% en dessous de la moyenne, enfin je dis n'importe quoi, là, 30, peu importe, on se donne comme objectif de rejoindre la moyenne à date, et en contrepartie, parce que ça va apporter un bien-être à la collectivité, on va sauver des vies, on va faire des économies pour le système de santé, eh bien il y a un financement conjoint qui est donné. Parce que sinon, on est dans une espèce de dilemme du prisonnier, au-delà des bonnes volontés affichées par les uns et les autres, on est dans un dilemme du prisonnier avec des acteurs nationaux, y compris l'ARS, qui disent vous devez, par exemple, rétablir l'équilibre de votre établissement. Et en même temps, si on veut rétablir l'équilibre d'un établissement, on a besoin... Il y a deux solutions. C'est soit le rabot, soit faire plus avec une meilleure valeur ajoutée pour la collectivité. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Et à ce moment-là, ça permet de dire ce contrat territorial, il embarque pas seulement le GHT, il embarque les collectivités territoriales, il embarque les acteurs de la ville et du médico-social sur 2 ou 3 objectifs avec des indicateurs précis. Marianne. Alors moi, j'ai connu le fonctionnement de 2 GHT très différents. Un GHT à taille humaine. Je dis taille humaine parce que ça m'agaçait fortement quand j'étais dans le 05 et qu'on nous disait non mais c'est un petit GHT donc c'est facile. Alors c'est facile parce que c'est agile. Parce que justement, sur un département comme le 05, on connaît très facilement tous les acteurs. Le préfet, avant même qu'on ait effectivement les nouveaux textes, était un interlocuteur, pas quotidien, mais très régulier. Les élus, bien évidemment, sur des territoires comme celui des Hautes-Alpes, avec des enjeux d'accès aux soins, de maintien de l'offre de soins. Un travail étroit avec les CPTS qui existent et qui existaient. Et ce GHT il nous a permis très clairement de déployer des politiques à l'échelle d'un territoire. Ça a été un terrain pionnier sur la responsabilité populationnelle, par exemple.
sur la télémédecine, sur tout ce qui est équipe portée, parce que en lien avec les élus du territoire, en lien avec l'ARS, en lien avec le préfet, c'était comment on projetait une offre de soins sur des territoires qui étaient difficiles d'accès. Et tout ça en très bonne intelligence avec tous les acteurs de santé, pas que l'hôpital. Donc le GHT est tout à fait un outil qui permet de pouvoir coopérer, encore une fois, avec l'ensemble des acteurs. Le GHT 13, donc là on passe du GHT à taille moyenne à un GHT dont on dit que c'est le plus gros GHT de France en volume, avec de tout autres enjeux. Alors, Marc l'a rappelé, hein, le temps 1 des GHT, ça a été aussi de comment les groupements hospitaliers de territoire peuvent participer à l'efficience de nos organisations, donc travailler sur la logistique, travailler sur la biologie, travailler sur l'imagerie. Ce sont des sujets sur lesquels le groupement hospitalier de territoire peut effectivement apporter une structure qui permet ce travail en collectif. On travaille bien évidemment avec également nos amis militaires du service de santé des armées. Mais au-delà du GHT, et je voulais rebondir sur votre première question, je voulais moi citer 2 exemples sur Marseille, où on voit que la coordination des politiques publiques, elle est absolument essentielle. Après, à nous d'en inventer la gouvernance. Marseille en grand, c'est piloté sous l'égide du préfet de région, qui réunit très régulièrement l'ensemble des acteurs qui coordonnent l'ensemble des politiques publiques. La santé y est invitée au même titre que l'éducation, les écoles, l'urbanisme, la justice. Et ces lieux, en fait, ils permettent de créer des passerelles et que chacun ne soit pas dans son couloir de nage. Et je vais citer un exemple beaucoup plus récent, pareil, sous l'égide, en l'occurrence, de la préfecture qui nous réunit régulièrement, qui est la question du crack à Marseille. Sujet d'actualité, sujet qui embarque à la fois des sujets sécuritaires, des sujets sanitaires, des sujets d'urbanisme, des sujets de prévention, de soins. Alors, se rencontrer le milieu du sécuritaire et du sanitaire sur un sujet comme ça, soit on est chacun dans son couloir de nage. Et en fait, on le voit très vite, on a des impacts sur la santé, c'est-à-dire qu'une intervention de police, là où nous, on organise des maraudes, ça traduit quoi? L'éparpillement des populations et plus d'accès aux soins. Et donc, on réussit, dans ce cadre-là, à pouvoir discuter avec l'ensemble des acteurs, que ce soit la police, le parquet, les élus, le milieu associatif qui intervient beaucoup, pour essayer en tout cas de coordonner une action dont on comprend bien que l'ensemble des leviers, que ce soit le volet sécuritaire, le volet sanitaire, le volet urbain, le volet prévention, le volet soins, va permettre d'apporter une réponse globale et une réponse One Health à une problématique de santé publique qui concerne aussi la question de la tranquillité publique et la question de la tranquillité des citoyens. Et ces lieux, en tout cas de partage, quand ils existent, ils produisent dans des délais assez courts une efficacité, je trouve, assez remarquable, même si on n'est qu'au début du travail et du chemin. En tout cas, cette coopération entre les acteurs, elle permet d'apporter des réponses très concrètes sur un enjeu de santé publique, mais pas que. Merci. Alors, des Hautes-Alpes à Marseille, on va pouvoir, sans transition, justement, aborder des sujets très concrets de terrain. Pour cette seconde séquence de notre table ronde, on voudrait savoir que face à différentes tensions de terrain, comment nous pourrions avoir soit la consolidation de gouvernance en santé qui marche sur des territoires, soit les améliorer. Alors, premier chapitre, eh bien, c'est ce qui a été déjà effleuré, l'accès aux soins, l'offre de soins, la relation ville-hôpital. Et sur ce champ-là, c'est le docteur Florence Seymour qui va vous interroger. Bonjour à tous. Bonjour à tous les intervenants de cette table ronde. Merci à Florence de m'avoir invité à participer à cette journée. Je suis très heureuse de pouvoir représenter l'Union régionale des médecins libéraux de la région PACA aujourd'hui et de représenter aussi le fait d'être présidente d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Donc tout à l'heure, Florence, tu m'as dit que les discutants devaient être le poil à gratter et poser des questions un petit peu
un petit peu, alors non pas peut-être provocatrice, mais bon voilà, on va se cantonner à ce rôle de Paul à gratter. Donc je vais faire le médecin libéral de service dans cette discussion. Je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de le faire. On va se poser la question du lien ville-hôpital. Et la question de ce lien ville-hôpital, pour moi, elle ne peut pas s'aborder sans se poser la question de la gouvernance, en fait. Et donc là, on parle de gouvernance de santé à l'échelle d'un territoire. Moi, je me pose la question de la place de nous, les acteurs de santé de la médecine de ville, les acteurs de santé, les professionnels de santé libéraux, dans ce que vous appelez la gouvernance de santé d'un territoire. Et ma question préalable dans cette question-là, c'est de quel territoire est-ce qu'on parle ? Là, on est à l'échelle du GHT, mais nous, nos territoires sont sectorisés de façon multiple, en fait. On parle évidemment des territoires à l'échelle communale, où on a parlé ce matin d'intercommunalité. On a aujourd'hui, vous l'avez rappelé, sur le territoire régional, 75 communautés professionnelles territoriales de santé qui sont réparties de façon assez variable dans les départements. Rien que dans les Bouches-du-Rhône, on en a 25. On a la sectorisation des dispositifs d'appui à la coordination. On a les sectorisations hospitalières qui impactent certains parcours, comme la psychiatrie ou la gériatrie. Je peux vous donner l'exemple du service d'accès aux soins, qui est une sectorisation départementale et qui illustre particulièrement ce lien ville-hôpital. Voilà, donc il y a quand même tout un tas de sectorisation, nous, sur les territoires. Du coup, comment est-ce que ça se traduit dans la place que nous pouvons avoir dans cette gouvernance des territoires ? Ma question, elle est très concrète. C'est d'une part, comment ça peut avoir un impact sur la représentation que peuvent avoir les acteurs de la santé des territoires dans cette gouvernance et sur quels effets, enfin, dans quelle mesure on peut participer à certaines décisions. Je pense par exemple au fait que des hôpitaux publics décident d'implanter des centres de santé sur les territoires. Voilà, à quel moment on discute ensemble de ces questions-là. Et puis, ça peut avoir des impacts qui sont très pragmatiques. Vous parliez tout à l'heure de lisibilité des parcours. Il faut que les parcours, quel que soit le territoire sur lequel ils soient mis en place, il faut qu'ils soient lisibles à la fois pour les patients, mais également pour les professionnels de santé de la ville, parce que nous, on ne s'y retrouve plus, en fait. On ne sait plus dans quel parcours on doit engager nos patients. Et il y a aussi des impacts qui sont très pragmatiques. J'en veux, moi, pour l'exemple qui me tient le plus à cœur, ça va être comment est-ce qu'on met en place ces parcours. On a besoin d'outils numériques. Et si on a des multitudes de territoires, si on a des multitudes d'interlocuteurs, on va avoir des multitudes d'outils numériques. Et voilà, il faut que, si on veut que les choses elles soient plus faciles sur le terrain pour les professionnels de santé et pour les patients, il faut que les outils soient simples, adaptés, interopérables. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux dans ma question, mais comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense que ma question, elle s'adresse plutôt à la FHF ou à l'ARS. Donc voilà, je vous laisse me répondre. Merci. C'est redoutable. C'est redoutable parce qu'il n'y a pas de territoire parfait. Il n'y a pas de territoire qui feront totalement consensus. Si on prend l'exemple des GHT, Marianne l'a dit tout à l'heure, il y a des GHT de taille très différentes. La région PACA fait le choix d'une logique départementale. Il y a des régions qui ont fait d'autres choix. Donc moi, je pense que la voie de passage, c'est de dire quels sont les sujets qu'on veut traiter ensemble, entre la ville, l'hôpital, le médico-social. Et quand j'entends la ville, c'est à la fois au sens professionnel de ville, mais aussi territoire, ville ou rural. Et si on définit des sujets d'intérêt collectif, que ce soit ce qui peut être fait, alors je prends l'exemple hospitalier ou médico-social, c'est comment on hospitalise, comment on organise la sortie, les questions effectivement de données, y compris dans leur numérisation, comment on travaille sur la question justement d'éviter l'hospitalisation, par exemple des personnes âgées. Tout ça, on est plutôt sur une logique, effectivement, plutôt de CPTS versus hôpital de proximité. Et d'ailleurs, on a cette institution qui existe aujourd'hui de l'hôpital de proximité avec une convention qui relie l'hôpital pour être labellisé hôpital de proximité. Il y en a 300, plus de 300 en France, là, 90% sont publics. Il faut qu'il y ait une convention entre
la CPTS, alors le texte ne dit pas la CPTS, mais de fait, c'est ça, et l'hôpital de proximité, avec une grande liberté contractuelle sur les objectifs qu'on veut atteindre. Et ça permet de porter ensuite des projets, y compris des projets de santé publique. Voilà, je suis trop lent, donc je m'arrête. Mais je donne cet exemple de l'hôpital de proximité versus responsabilité populationnelle, où on peut vraiment établir le lien ville-hôpital dans des territoires de proximité. Merci. Peut-être Olivier Braic, en quelques mots. En quelques mots. Peut-être le bon exemple pour être un peu concret et illustrer un peu la question d'éventuelles difficultés, notamment en lien avec les élus, c'est la question de la prise en charge du cancer. Vous savez que l'an passé, il y a eu une profonde réforme de la chirurgie je vais faire très court, très simple, de la chirurgie du cancer. On a reconcentré dans un certain nombre de centres hospitaliers les chirurgies dites complexes. Et donc on a tenu bon, c'est-à-dire qu'on a fermé un certain nombre d'activités dans d'autres établissements, et notamment des cliniques privées, et ce qui a valu à mon DG préféré un certain nombre de coups de fil disant c'est inadmissible, il faut que vous redonniez une autorisation. Sachant que derrière, il y a un vrai enjeu de qualité, de sécurité des soins sur ces techniques très spécialisées. Mais la mise en place de cette nécessaire de cette réforme complexifie pour le coup le parcours du patient, parce qu'il est pris en charge dans un établissement spécialisé. Ensuite, il doit retourner dans son établissement de proximité pour une éventuelle chimiothérapie ou autre. Il est repris en charge après par son médecin traitant. Enfin, on voit bien qu'il y a tout ce sujet de parcours et de coordination qui est extrêmement compliqué. Pour moi, il y a deux angles, pour être un peu concret et pragmatique. Il y a soit la mise en place de fonctions de coordination et donc notamment d'idées de coordination de parcours. Et l'autre sujet plus de fond et qui est un vrai irritant chez moi, qui est la question du numérique en santé. Alors, je vais être un peu cash, mais 2 ou 3 personnes ici connaissent mon discours. On met un pognon de fou sur ce sujet en numérique. Mais en fait, au final, sur la question de la coordination des parcours, pour l'instant, on ne fait rien. Enfin, je veux dire, on fait strictement. Je pense que, alors ça, on refera pas l'histoire, mais je pense qu'il y a 20 ans, on a loupé un coche que l'État, comme l'ont fait les Américains, de définir. Alors c'est un peu technique, mais c'est fondamental d'avoir un référentiel de données. Et à partir de là, les systèmes d'information se développent. Mais là, qu'est-ce qu'on se trouve face à un développement de différentes plateformes, de différents systèmes d'information, de DSPI, etc., qui sont ininteropérables entre elles. En plus, dès lors qu'on met... Enfin, j'ai un exemple très concret que je ne citerai pas ici, parce qu'en plus, on est en direct. Il y a un sujet de prévention. J'avais déjà alerté les professionnels de santé. Vous ne recréez pas un système d'information, vous utilisez les outils socles. Et bim, non, effectivement, il a fallu qu'il recrée un système d'information. Donc on a un vrai sujet d'interopérabilité des systèmes d'information, de partage des données. Et je pense que, et donc c'est tout l'enjeu qu'on a notamment avec le GRAD, je pense que par un bon système d'information, il n'y a pas du Yaka Faucon, mais je pense que par un bon système d'information, de partage de données, d'utilisation du dossier médical partagé, on pourrait très rapidement faciliter les parcours de santé dans nos territoires. Merci, Monsieur le Préfet. Oui, non, juste un point, parce que la discutante issue de la médecine libérale tendait un peu la perche. Bon, je ne sais pas si c'est le lieu pour dire ça, parce qu'on est quand même à la FHF, mais moi, je dirais que s'agissant des sujets de gouvernance, on a aussi peut-être une question d'association de ce qui est privé, libéral, mais aussi des cliniques, qui parfois sont un peu l'éléphant dans la pièce. Donc on discute entre acteurs publics et avec les établissements publics, alors que sur l'offre de soins, les parcours, les éventuels effets de cannibalisation entre structures, il nous manque une partie des acteurs qui sont pris en compte, c'est le rôle de l'ARS notamment, mais insuffisamment dans la boucle. Et moi, je pense que on est plutôt assez bien armé sur les sujets d'investissement, de répartition des équipements, des structures, des lits, mais que le gouffre
financiers, les difficultés en termes de fonctionnement des structures hospitalières publiques doivent nous conduire à revoir aussi cette gouvernance dans la vie quotidienne, dans les systèmes de tarification, dans les types de prise en charge dans lesquels se spécialisent les établissements les uns et les autres, les uns à côté des autres, parfois les uns contre les autres, et que ça doit faire partie du grand sujet de la gouvernance. Puisqu'on peut être amené, parce qu'on ne regarde pas assez, parce qu'on ne régule pas assez, parce qu'on n'a pas assez ces acteurs autour de la table, à mettre des structures publiques dans d'infinies difficultés financières, jusqu'à obérer leur avenir, leur attractivité, y compris par rapport aux usagers, aux patients, parce qu'on n'a pas suffisamment cette dimension dans nos systèmes organisationnels. Bon, voilà, pardon de mettre ce caillou dans la mare, mais je pense que c'est vraiment un sujet important. Oui, merci Monsieur le Préfet. Alors, il nous reste un quart d'heure et on voulait justement aborder 2 thèmes qui étaient les choix difficiles de structuration de l'offre de soins. Vous en avez un peu parlé, notamment Olivier, à travers la chirurgie carcinologique complexe, et puis la soutenabilité du système, justement. Du coup, donc, je vais enchaîner. Ouais, je vais enchaîner parce qu'à nouveau, Monsieur le Préfet, vous placez la question sur un plateau. La sévérité de la situation budgétaire du système hospitalier public, les perspectives auxquelles les établissements publics de santé devront faire face ne peuvent être comparées à celles de la décennie 2010. Elles sont d'une toute autre gravité. Il est indispensable dans ce contexte que les pouvoirs publics assument une politique de transformation territoriale de l'offre hospitalière. Ça, c'est le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances d'il y a quelques mois. La transformation territoriale de l'offre hospitalière, ça veut dire concrètement, pour tous ceux dans la salle qui connaissent bien le sujet, ça veut dire plus de médecine polyvalente, moins de blocs opératoires, ça veut dire plus de SMR, moins de soins critiques sous-utilisés, ça veut dire peut-être plus de maternités sans accouchement, et plus de maternités sans accouchement, et peut-être moins de maternités à petit volume. Pour faire tout ça, tous ensemble, les pouvoirs publics locaux, l'IGAS dit, il faut que les pouvoirs publics assument. Les pouvoirs publics locaux, c'est vous. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le directeur général adjoint de l'ARS, c'est vous. Donc par rapport à cette orientation qui vient, les pouvoirs publics locaux, c'est tous ensemble contre, dans la mesure où on estime que ce sont des élucubrations technocratiques qui ne tiennent pas compte de la réalité des territoires, donc tous ensemble contre, ou c'est tous ensemble pour mettre en œuvre cette orientation des politiques publiques, mais dans ces cas-là, avec quelle méthode, quel rôle de chacun et quel alignement potentiel. Monsieur le maire. J'ai vu que vous réagissiez, monsieur le maire, alors. Je vous avoue que vous m'aviez perdu. Au début de vos propos, je me suis dit, qu'est-ce que doivent penser nos concitoyens s'ils les entendent? L'ARS ne voyait pas le préfet. Le préfet n'avait pas le droit de voir un autre. Ah, je schématise. Je crois que c'est ce qui nous tue. C'est exactement ce que ne veulent plus nos concitoyens. À un moment donné, je crois qu'il faut qu'on soit capable de raisonner. Je vais prendre l'exemple de la ville de Brignoles et du bassin du territoire des 200 000 habitants. Cet hôpital que nous avons, depuis 1954, pas un centime pour l'hôpital. Je parle de l'hôpital pur, je ne parle pas du côté des urgences. Et si je vous racontais comment on est rentré dans le plan Ségur, je vous ferai beaucoup rire. Je peux vous le garantir. Je vous le raconterai peut-être à l'apéro. Mais la réalité, c'était justement à l'occasion d'un apéro. Vous avez raison. Mais ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on évalue. Je crois qu'on ne peut pas continuer. L'hôpital de Brignoles, par exemple, un an, on le fermait. L'année d'après, on nous disait, on ne le ferme plus. On le referme, on ne le ferme plus. Il y a du personnel. Il y a des concitoyens qui sont attachés à l'hôpital public. C'est ce qui arrive ici. Et là, je crois que, on le disait tout à l'heure pour notre sujet, mais je crois que, pour vous répondre, c'est ensemble. Et sur ce territoire, moi, je suis prêt à mettre du financement. Et je vais le prouver encore une fois, puisque à la table ronde précédente, on parlait de la maison des internes.
Et quand nous avons... Alors on a la chance, et je le dis, avec M. Bibien, d'avoir travaillé de façon exceptionnelle avec l'ARS. Je ne suis pas toujours d'accord avec l'ARS, moi. Mais là, je suis obligé de dire que vous avez été excellent avec nous. Donc on est rentré dans le plan Ségur, et c'est grâce au ministre Olivier Véran, et je lui rends grâce toutes les fois que je peux, parce que vraiment, il a été exceptionnel sur le projet de Brignoles. On est rentré dans le plan Ségur, et M. Bibien et les services de l'État m'ont dit, voilà, c'est 16 millions d'euros, sachant qu'il va falloir qu'on mette 30 millions. Donc l'idée, c'était de dire, et merci encore à l'ARS qui a accordé qu'on puisse emprunter l'hôpital des 6 millions, c'est-à-dire 16 et 6 qui nous amènent à 22. La collectivité met encore un budget de 4,5 millions. La collectivité, 4,5 millions. Et ensuite, nous allons aller chercher 1,5 million en gros de mécénat. Voilà comment on arrive à des projets. Et moi, je suis très, très, très favorable. Parce qu'on le disait à la table précédente, la santé, c'est un projet de territoire, je le redis. Et donc, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai convaincu les maires qu'il fallait qu'on aille dans le projet de l'hôpital. Et donc, si vous aurez compris, entre les 5 d'avant et les 4,5, ben, la collectivité territoriale de l'agglomération mettra 10 millions d'euros pour l'hôpital de Brignoles. Je crois qu'on fait des efforts considérables, mais il faut qu'aussi... on nous parle toujours, moi en conseil de surveillance, j'entends régulièrement qu'on est en déficit chronique. Et je crois que tant qu'on n'a pas les professeurs, on ne peut pas facturer les journées qu'il faudrait facturer. Et on tourne en rond. À un moment donné, il faudra bien qu'on dise que l'hôpital public, peut-être qu'il est déficitaire, mais peut-être qu'il faut les prendre ailleurs. Il faut trancher peut-être. C'est un choix qu'on doit faire et c'est un choix politique. On ne peut pas continuer à dire qu'on va fermer ici, qu'on va ouvrir là. Il faut qu'on ait vraiment une politique qui soit claire pour nos concitoyens. C'est un investissement sur 50, 100 ans, les hôpitaux. Donc je crois que il faut... Les élus locaux, alors je ne sais pas si je peux parler au nom de tous les élus locaux, mais les élus ont compris que dans un territoire, la santé, c'était primordial. Un hôpital, je crois que c'est indiscutable. Nous, on a réussi à ne pas fermer une nuit. Je crois qu'on a fermé une nuit aux urgences. Et on a la nuit des gens qui viennent chercher, parce qu'ils n'ont plus de médecins, ils sont capables de venir chercher une ordonnance à 3 h du matin. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et vous le disiez tout à l'heure, quand vous parliez de la prévention. Plus on va éloigner le concitoyen de la médecine, moins on fera de prévention. Je crois que la réalité, c'est tout simplement un choix politique. Est-ce qu'on est capable de dire on y va ou on n'y va pas? Ou on y va à demi-mesure? Et si on y va à demi-mesure, je vous donne rendez-vous, moi je serai peut-être plus maire, et vous peut-être vous serez à la retraite, mais je vous donne rendez-vous dans 20 ans, on dira les mêmes choses. Il faut que maintenant on prenne une vraie décision sur la médecine. Je ne sais pas si ma réponse est... François Valli. C'est l'occasion pour moi de changer de casquette et souhaitant vous interroger cette fois que ma casquette de président de l'Axos, qui rend un avis au directeur général sur tout ce qui est soumis à autorisation, aussi bien du public que du privé, sur notre territoire PACA, tout ça en cohérence avec le PRS et le schéma régional de santé. J'aurais aimé savoir quels sont, selon vous, les outils indispensables pour arbitrer les choix difficiles. Choix difficiles liés à la structuration de l'offre de soins, que ce soit le maintien, la réorientation ou la transformation de certaines offres, voire la suppression de certaines offres, avec les contraintes fortes que vous-même, dans vos différentes fonctions et responsabilités, vous pouvez rencontrer. Les contraintes médicales, qu'elles soient de démographie, les contraintes même sur le personnel paramédical, qu'on rencontre déjà, les contraintes liées aux attentes des habitants, les contraintes financières qu'on ne peut pas ignorer. Et j'allais dire, en dernier, une contrainte que j'imagine doit être minime, c'est les contraintes politiques. C'est des élus qui doivent monter de temps en temps au créneau. Est-ce que vous avez des exemples à nous présenter de ces choix difficiles? Alors, je vous laisse la possibilité de nous donner des exemples hors PACA, si le sujet est sensible en PACA. Et même si comparaison n'est pas raison, m'était venue une réflexion, c'est est-ce que les choix difficiles réalisés il y a quelques années lors du plan de modernisation de la défense avec des suppressions de régiments, des fermetures de casernes,
Est-ce que ces choix difficiles sont transposables au secteur de la santé? Olivier Merci, François. Peut-être déjà en chapeau et pour caractériser un peu l'équation qui est, enfin en tout cas l'équation qui est compliquée qui peut être compliquée entre l'ARS et potentiellement les collectivités, c'est qu'en fait évidemment les angles sont pas les mêmes. Nous côté agence, évidemment le sujet offre de soins et à fortiori hospitalier, on ne peut le réfléchir qu'à l'échelle régionale, notamment sur la question du recours. On va parler qualité des soins, on va parler pertinence, et tout ça dans un contexte de contrainte des ressources. Ça, c'est un peu l'équation côté agence. Et évidemment, l'équation côté collectivité, ça va être de l'attractivité, du service public, de la réactivité, la proximité. Donc on voit que là, c'est forcément compliqué. Après, pour répondre à ta question, 2 exemples très, très concrets. Et là-dessus, le directeur d'Avignon voit où je veux arriver. Enfin, il y a 2 exemples très concrets pour lesquels on est arrivé à transformer l'offre de soins. Un, notamment dans le cadre des GHT, notamment au sein du GHT 13, tout ce qui est biologie, la biologie médicale, on a réussi à la réorganiser, à la rendre beaucoup plus efficace, efficiente à l'échelle du GHT. Et pour le coup, ça a été extrêmement compliqué. Mais le GHT a permis cette transformation et c'est ça qu'on veut répliquer sur un certain nombre sur les autres GHT de la région. Et puis l'autre sujet qui a été d'une complexité, j'allais dire, politique, c'est évidemment la réorganisation de l'hôpital d'Apt, avec la chirurgie qui est prise en compte sur le site de Cavaillon. Mais ça a été 2-3 ans, et merci beaucoup à M. Panzelis ici présent. Enfin, on a tenu bon, parce qu'il y avait un sujet de qualité, de sécurité des soins. Évidemment, on a mis en place... Je pense aussi qu'on a un sujet de communication vis-à-vis du grand public, qui est de dire proximité et recours, ça ne marche pas. C'est sûr. En revanche, les soins de proximité, la question des urgences, le premier recours, les MSP, avoir des SMUR à une demi-heure, des héliSMUR, ça évidemment, c'est indispensable et ça doit avoir un maillage territorial. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple d'Apt, ça a été extrêmement compliqué. On y est arrivé et maintenant, l'organisation qui a été mise en place à l'échelle du GHT en lien avec l'hôpital d'Avignon et Cavaillon, je pense, répond aux besoins de la population, partant du principe que l'hôpital d'Apt, on va le transformer en hôpital de proximité, etc. Oui, peut-être un mot. Je ne suis pas sûr qu'on ait intégralement répondu à la question de Stéphane. Que je voudrais rebondir là-dessus, parce que comme il faut discuter, discutons. Dans ce cas précis à Apt, monsieur le directeur général adjoint, est-ce que tout le monde était tous ensemble pour faire le projet de transformation d'Apt? Est-ce que le thème de la FHF d'aujourd'hui, est-ce que vraiment il y avait alignement ou il y a eu contrainte d'une partie des acteurs sur une partie des acteurs? Et est-ce que cette explication sur en quoi la transformation de la chirurgie à l'hôpital d'Apt était bonne pour la qualité de la prise en charge, bonne pour l'équilibre économique, ce qui n'est pas un gros mot quand même, est-ce que finalement ça s'est fait tous ensemble ou ça s'est fait de façon contrainte? Et est-ce que du coup, quelle est la part, si c'est le cas, quelle est la part de contrainte qui sera peut-être à réaliser et quel est le rôle de chacun dans l'acceptation de cette contrainte ou dans le portage de cette contrainte? Pardon Marc, mais puisqu'il faut discuter, discutons d'un exemple concret. Mon propos était assez clair, non? Enfin, je pense que non, effectivement, ça s'est fait sous la... je ne vais pas forcément tout dire ici, hein, mais ça s'est fait de manière avec un certain nombre de contraintes, de pression, disant vous devez... de certains niveaux, transversaux, horizontaux, enfin dans tous les sens, disant vous devez lâcher, vous devez laisser la chirurgie sur l'hôpital d'Apt. Voilà, c'était un combat, je vous dis, vraiment, je pense que tous les mois, on avait, Yann et moi, un courrier ou un coup de fil disant vous devez lâcher votre organisation. Et dans je poursuis la discussion, monsieur le préfet, dans ce type de situation... Et tout ça étant parfaitement coordonné avec le préfet, et en lien avec le préfet du Vaucluse. Et ce type de situation qui pourrait être amené à se reproduire dans le pays, au vu de ce que vient d'évoquer l'inspection générale des affaires sociales, que la Cour des comptes vient de rappeler,
comment ça se porte tous ensemble sur un territoire, ou est-ce que ça prend le temps que ça a pris à Apt, c'est-à-dire, comme le disait Olivier, 2 ans, avec une zone de tension? Est-ce que c'est ça la façon dont la politique publique va devoir se conduire sur ce sujet, comme l'a dit Monsieur le maire, hautement sensible? Pardon, je discute, mais là, c'était ça, on est là pour ça. Oui, non, mais la discussion, personne, on est pour. Moi, je pense que ça peut effectivement se reproduire et qu'il faut qu'on sache s'organiser, avoir les niveaux de discussion adéquats pour faire face à ces cas de figure. Je profite de la présence à ma gauche du président de l'association des maires du Var pour évoquer un sujet. C'est quand on regarde les programmes des candidats aux élections municipales dans le Var, qui est un département plutôt caractérisé par une économie résidentielle, même si on est tous unis pour l'industrialiser autour de l'industrie de défense. Les villes moyennes et les communes petites mais prospères avaient toutes dans les programmes des projets cliniques. Et donc forcément, on ne pourra pas. Et il nous faudra avoir une réponse publique qui devrait prendre pied dans le projet territorial de santé, mais qui aura du mal à le faire, parce que vous savez que dans certains territoires, ce sont des papiers que l'on se jette à la figure, et puis les assemblées délibérantes votent contre, parce qu'on râle, parce qu'on n'a pas eu la filière de soins qu'on souhaitait, parce qu'il y a eu des problèmes d'urgence, etc. Et donc aujourd'hui, ce ne sont pas des documents consensuels, programmatiques, qui permettent d'avoir une prospective au niveau de ce qu'on serait en droit d'attendre pour justement organiser le territoire et pour s'éviter des problèmes après de fonctionnement et de financement qui peuvent être très importants. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on soit tous responsables, qu'on travaille ensemble pour que les projets qui menacent le système, qui n'apportent aucune valeur ajoutée en termes de parcours de soins, on sache les empêcher. Et c'est là où on a besoin d'être ensemble aussi, parce que ça passe par des cartographies, ça passe par des autorisations que l'on donne ou que l'on ne donne pas, ça passe aussi par de l'urbanisme, ça passe aussi par tous les faisceaux, les politiques qui nous lient aux élus et qui permettent de discuter, de négocier, de hiérarchiser les priorités et se mettre d'accord sur des plans d'action. Et là, je suis sûr que le président des maires du Var a quelque chose à dire. Je le disais tout à l'heure aussi, où on parlait des maisons médicales, où tout le monde met des agglos, pas pour autant qu'on a mis des médecins. Donc je crois qu'il faut que, vous avez raison, monsieur le préfet, tout le monde parle de la santé dans toutes les campagnes électorales, tout le monde en a parlé, parce que c'était le sujet numéro 1 avec la sécurité des concitoyens. Mais évidemment qu'on ne fera pas des hôpitaux, on ne va pas faire des hôpitaux tous les 20 km. Il faut, à un moment donné, il faut être raisonnable. Si on garde ce que l'on a, dans de bonnes conditions, je crois qu'on peut considérer qu'on aura gagné. Pour vous répondre également, et monsieur le préfet, j'avais justement tout à l'heure une réflexion avec l'association des maires du Var pour la rentrée en septembre-octobre, avoir une vraie réunion sur la santé avec les maires, pour parler de ce que vous venez de nous dire. Donc là-dessus, on en a parlé il y a 1 heure. Je vais passer la parole au docteur Zemmour pour la fin de cette table ronde, mais qui vous laissera vous exprimer encore les uns et les autres pour une dernière prise de parole. Oui, je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde, donc c'est à moi que revient la dernière question, et je vais demander à chacun de nos intervenants de conclure par une petite projection, mais courte, hein, vous avez 1 minute chacun, parce que... Hein, c'est ça, pas plus. Et on aimerait savoir ce que chacun de vous souhaiterait voir évoluer pour améliorer concrètement, et j'insiste sur le mot concrètement au regard de ma question précédente, pour améliorer concrètement la gouvernance en santé dans les territoires au pluriel. Qui veut commencer ? Oui, très concrètement, je pense... Non, mais ce sujet de la gouvernance, on l'a vu en fait, c'est pas un sujet simple,
mais qui demandent du concret. Je pense qu'on a les uns et les autres tous cité des exemples très concrets de choses qui marchent. D'un point de vue des groupements hospitaliers de territoire, il faut très certainement qu'on aille vers davantage d'intégration, qui nous permettra peut-être d'avoir davantage d'audace, qui doit reposer quand même sur une confiance extrême entre les acteurs. Et c'est vrai que les groupes hospitaliers de territoire ne se sont pas toujours construits à la base sur une confiance réciproque. Et que si on veut faire de ces outils des vrais enjeux de solidarité territoriale au-delà des établissements de santé, on l'a bien vu avec l'ensemble des acteurs, on a très certainement un enjeu de davantage d'intégration avec tous les sujets qu'on a évoqués, de peut-être davantage d'associations des élus, davantage d'associations, vous l'avez dit, de la médecine de ville, des usagers, bien évidemment, parce qu'on les a peu cités lors de cette table ronde, mais bien souvent, ce sont quand même les aiguillons qui nous permettent justement de proposer des solutions concrètes. Monsieur le préfet. Alors, moi, je rebondirais sur la notion d'une seule santé pour dire qu'il faut qu'on s'empare du sujet, non pas pour en faire un élément de doctrine, de colloque dans lequel on explique que tout est dans tout et que tout le monde doit se parler, mais plutôt en prenant des cas concrets de mise en œuvre de cette logique une seule santé avec des éléments de prévention et à partir d'alertes ou de sujets d'alerte potentiels futurs qui sont propres à chaque territoire. Et je pense que ça peut être concrètement aussi une façon de progresser dans nos sujets de gouvernance en se saisissant de sujets de santé pluri-aspects, avec des tours de table élargis par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et en cherchant des résultats concrets. Je prends un exemple pour être encore plus spécifique. Ça va peut-être vous faire sourire. Dans le Var, on est assez confronté à ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, dont certaines peuvent avoir des effets sur la santé humaine et la santé animale, et menacer la biodiversité. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est la fourmi électrique, qui n'est présente en France hexagonale qu'à 2 endroits, 3 en fait depuis que je me suis saisi du sujet, puisque pour l'instant je n'ai pas été successful. Au départ, quand j'en parlais dans les instances de gouvernance classique, notamment avec mes collègues préfets, on me riait un peu au nez en disant le préfet des campings, parce que le Var est le premier département pour l'accueil en camping de France, tu vas réussir à résoudre ça tout seul, c'est peut-être pas un sujet d'instance régionale. Et puis, on s'est aperçu que la fourmi électrique était vorace et dangereuse. Il y a eu des premières consultations chez les médecins libéraux à Toulon, puisqu'il y a un des foyers qui est à Toulon, et les patients ont mis 3 ans à avoir le bon diagnostic, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et il y avait d'énormes démangeaisons et des crises consécutives aux piqûres qu'on n'avait pas identifiées comme des piqûres, qui posaient de sacrés problèmes. Et puis j'ai fini par... vous savez, les préfets, on a un privilège, c'est qu'on accueille beaucoup de ministres en déplacement officiel, et que pendant les déplacements officiels, il y a des temps de transport entre les points A et les points B, où on est à 3 dans la voiture, et parfois c'est long. Quand on a un peu de métier, on a appris que c'est le moment où on place les sujets. Et on obtient parfois des arbitrages où on met des graines dans les esprits de nos responsables, qui après peuvent en parler et se saisir des sujets. Et je suis tombé sur une ministre, Monique Barbu pour la citer, qui m'a dit ça m'intéresse votre sujet. J'étais ravi, c'était la première personne qui s'intéressait à mon sujet de fourmis électriques. Et donc, elle en a parlé au gouvernement. J'ai réussi à avoir une dérogation spéciale pour le Var pour saupoudrer un produit dont on pense qu'il peut être efficace, alors que jusqu'à présent, on n'avait le droit que de le mettre dans des fioles qui n'attiraient pas les fourmis électriques. Et puis, j'ai appris cette semaine qu'elle est tellement intéressée par le sujet et consciente qu'on ne luttera contre la fourmi électrique, qui est une espèce exotique, qu'en régulant aussi les accès par les frontières, les pépiniéristes et autres formes d'intrants, qu'elle en a parlé en Conseil des ministres de l'environnement au niveau européen, et que ça devient un sujet européen. Donc, vous voyez, un sujet...
Eh bien là, la gouvernance, c'est parti de comités d'intérêt locaux, de CIL. Je n'ai pas trouvé de relais au niveau régional. Et finalement, ça devient un sujet européen. Et donc, tout ça pour dire que la problématique une seule santé, il faut s'en saisir avec des sujets concrets et inventer des formes de gouvernance adaptées à chaque sujet. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le maire. Moi, je suis pas un technicien pour la gouvernance par elle-même. Si je prends que l'hôpital, par exemple, je crois que quand on est président de conseil de surveillance, c'est un titre honorifique, mais à un moment donné, on n'est pas décisionnaire de ce qui peut se faire. Je crois que moi, je pars d'un principe, celui qui paie doit commander. Et qu'à niveau différent, il faut que chacun soit dans la gouvernance pour pouvoir proposer et retirer ce qu'il y met, quoi, en gros. Voilà, je pense que c'est ça. Et en l'occurrence, moi, j'ai la chance d'être en très bon rapport avec l'ARS, avec le préfet. Donc, je n'ai pas de soucis. Mais je crois que quand on entend certains présidents, ils se sentent un peu inutiles. Alors, vous allez me dire, on y trouve ce qu'on y apporte dans les choses. Donc, il faut aussi peut-être se préoccuper un peu plus. Mais je crois que voilà, il y a un sujet important dans la gouvernance. Moi, je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il faut vraiment faire. C'est plutôt vous, les techniciens, les professionnels. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des élus, il faut qu'on pousse, mais vraiment très fort, de façon à ce qu'il y ait une réaction importante et un peu comme la table ronde précédente, qu'on arrête de se regarder commune par commune, de regarder les territoires et de voir comment on peut faire tous ensemble mieux. Voilà. Merci Olivier, puis Marc, dans la minute qui nous reste. Très rapidement. Non, effectivement, je ne sais pas s'il y a vraiment un sujet de gouvernance ou de réinventer une gouvernance. Moi, il y a 2 points. Je pense qu'il y a le sujet de la prévention. On est quand même nuls en France. Enfin, je veux dire, je dis, on va aussi entre nous, on est très mauvais en France sur la prévention. Et on n'est pas assez structuré, structurant. Un exemple sur la question de la vaccination HPV. Si on arrivait à, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais 60-70% de la couverture vaccinale, on éradiquerait un cancer en France, ce qu'ont fait les Australiens. Donc, pour moi, renforcer vraiment la prévention avec 2 acteurs, et ça pourrait être une prochaine table ronde, avec pour moi 2 acteurs clés, qui sont les établissements scolaires et les collectivités. Pour moi, c'est les 2 acteurs clés si on veut vraiment agir sur les déterminants de santé, si on veut vraiment agir sur la formation, sur la prévention. Et dernier petit point, un peu poil à gratter, si on veut transformer le système de santé, qui est un peu moins de corporatisme au sein des acteurs. Marc. Oui, alors, dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit, moi, je pense qu'il faut contractualiser dans les territoires. Alors, puisque vous avez une réponse concrète, il faut dire concrètement, dans tel territoire, on choisit 2-3 objectifs de santé, on se donne ces objectifs, et on contractualise avec les pouvoirs publics avec un système résultat contre financement. Et puis le deuxième sujet, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu l'indiquer, ça va être un peu plus piquant, hein, mais moi, je rebondis sur le propos de Stéphane tout à l'heure. Nous n'avons pas une éternité pour réorganiser notre offre. Si on n'accélère pas la recomposition de l'offre, dans 2 ou 3 ans, les réalités financières nous l'imposeront avec une brutalité inimaginable. Donc je pense quand même que, voilà. Alors effectivement, on peut dire qu'il faut aller chercher des ressources ailleurs, etc. Mais la question, c'est pas ça. C'est à qui on va prendre ces ressources ? Aux retraités, à l'éducation, à la sécurité, à la défense ? Non. Donc on a des ressources financières dans notre pays pour la santé qui sont très significatives. On a une situation de tension très forte et de l'assurance maladie et des établissements. Il faut qu'on réorganise l'offre. Et évidemment, le plus on pourra le faire de manière coordonnée avec les acteurs, le mieux ça vaudra, parce que sinon, ça va s'imposer à nous brutalement. Voilà. Merci. Merci d'avoir joué le jeu de cette table ronde en temps contraint. Bravo à tous.